Le match dans le match reçoit ce soir un vainqueur des 24 heures du Mans. Notre invité est tombé dans le sport auto comme Obélix dans la potion magique. Stéphane Riquelme est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien, écoutez. On va revenir sur votre carrière, votre vie même depuis le tout début. Le sport auto, c'est dans vos gènes parce que votre papa était déjà pilote de rallye. Lui, ça a été votre première source d'inspiration, votre père? Oui, forcément. Comme tous enfants, on regarde ce que font nos parents. Et mon père étant pilote de rallye depuis mon plus jeune âge, moi j'ai suivi avec attention ce qu'il faisait. Et à chaque fois que j'allais au rallye, j'étais passionné, j'adorais ça. Et c'est comme ça que naturellement, je me suis tourné vers le karting quand j'étais un peu plus âgé. Quel est votre tout premier souvenir de sport méca? Mon premier souvenir, ça va être la première fois que j'ai roulé dans un karting. C'était à Fontvieille, il y avait sous le chapiteau, en fait, il y avait un circuit éphémère l'été. Donc des petits cartes, je sais plus si c'était électrique ou des cartes de location thermique, peu importe, mais c'était, je pense, à 10 ans. Des photos en karting. Voilà, ça c'est du mini-kart, à peu près c'était ça. Et mon père m'a jamais poussé, moi j'ai toujours adoré la F1, le rallye et le suivre. Et c'est vrai que dès que j'ai fait mon premier tour de roue dans un kart, je me suis dit que c'était quand même plutôt pas mal. Ouais. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports plus jeunes? Alors j'ai fait du tennis avant. J'adore le tennis, je joue encore, mais bon, évidemment, j'aurais pas pu faire carrière. Je suis très loin des niveaux qu'il faut. J'ai pas la taille non plus. Mais voilà, j'ai fait du tennis. Après, je suis sportif. J'adore toucher à tout. Mais voilà, en tout cas, ça a été mon sport numéro un. Ça reste le sport auto. Ouais. Vous l'avez dit, comme beaucoup, comme tous les pilotes, même vous avez commencé par le karting dans les sports auto. Autour de vous, on a tout de suite senti que vous aviez des prédispositions? Oui, alors c'est toujours compliqué parce que les parents, ils sont peut-être pas forcément objectifs, mais je pense que rapidement mon père, il a vu que j'avais un coup de volant, comme on dit, et de là, il a dit bon, encore une fois, il m'a pas poussé, mais il y avait des courses organisées par Automobile Club de karting, des championnats amateurs, disons, de ligue, et j'avais fait cette course-là, donc pour mes 12 ans, je me rappelle bien. Ça s'était pas si mal bien passé, j'avais un bon rythme, donc de là on s'est dit tiens pourquoi pas commencer quelque chose de plus sérieux, mais tout en restant, en allant à l'école, en faisant voilà, les choses bien et pas se précipiter dans le sport auto et tout lâcher à côté. Ça a été votre premier modèle, votre papa? Oui, bien sûr. Déjà on a une passion commune, donc forcément ça aide. Et puis même si bon lui il a fait du rallye, moi je suis parti en karting, en circuit, donc pour les gens qui connaissent pas, c'est peut-être compliqué à se rendre compte, mais c'est vraiment deux univers différents. On est quand même dans des voitures, je suis d'accord, mais c'est toute une approche, une philosophie différente. Donc il m'a donné forcément beaucoup de conseils au début, mais après quand j'ai monté les échelons, il connaissait pas, donc évidemment il fallait que je sois entouré d'autres personnes. On le voit juste ici, C'est votre ça. papa. Est-ce que vous Pas loin. aviez d'autres idoles quand vous étiez plus jeune? Rien d'original, mais oui, forcément, Ayrton Senna. Un petit peu, je suis peut-être un petit peu jeune, mais c'était quand même le modèle quand il est décédé. J'étais très petit, mais c'était voilà, le modèle pour beaucoup de pilotes sur plein de choses et qui est devenu une icône, malheureusement en décédant en plus. Mais donc voilà, Ayrton Senna. Après, j'ai beaucoup aimé Mika Hakkinen. C'est rare souvent dans cette époque-là, on attend Schumacher. Ouais, on me demandait pas pourquoi, mais j'étais Team Hakkinen. Et après, voilà, après quand on grandit, on a moins d'idoles, on est moins fan, juste on essaie de prendre de ce qu'on voit des autres pour essayer de faire à sa sauce et s'améliorer. Vous parliez de tennis, est-ce que dans d'autres sports il y avait des modèles ou c'était focus par Mecha et F1 en l'occurrence? Non, alors s'il faut je dire, je sorte un athlète pour moi où je suis vraiment fan et que c'est mon idole, c'est Roger Federer. Donc voilà, c'est pas du sport auto. Mais et puis aussi quand on connaît moins un sport, même si je touche un peu le tennis, ça n'a rien à voir du niveau professionnel que j'ai eu en sport auto. On est peut-être encore plus admiratif et voilà, je sais pas la classe, l'élégance, je vais pas vous le dire si si vous suivez le tennis, mais Federer, voilà, il était à part. C'est vrai. Qui est le pilote ultime selon vous? Actuellement, en F1 Dans ou l'histoire ou de l'histoire? actuellement? Peut-être que c'est actuellement. C'est compliqué à comparer les époques. Il y a vraiment des différences où dans les années où c'était très dangereux, c'était des pilotes qui faisaient plus la différence sur question de courage.
Maintenant, on est plus dans une question d'ingénierie technique. Donc, c'est compliqué de sortir un pilote vraiment parmi d'autres. C'est bien, je pense, de comparer des pilotes de génération en génération. Je trouve actuellement en F1, Verstappen, il est au-dessus du lot parce qu'il arrive justement à même à extraire de sa voiture, quand elle est un peu moins bonne, le meilleur. Donc à chaque génération a ses pilotes. Mais bon, là, voilà, cette génération-là, elle a 3-4 au-dessus du lot, je pense, en F1. Après, encore une fois, si je peux parler en rallye, c'est de la conduite, mais c'est d'autres particularités. Donc, c'est compliqué de sortir vraiment un nom comme ça. Voilà, je veux dire, c'est sûr que Ayrton Senna, je pense qu'on est tous fans de lui pour plein de raisons. Après, peut-être ça n'aurait pas été le meilleur de nos jours. On ne sait pas. C'est difficile à comparer. Toujours compliqué de comparer Ouais. les époques. À quel moment les ambitions professionnelles sont-elles nées chez vous? Bon, je pense que dans ma nature, j'aime faire les choses bien et approfondies. Donc, dès que j'ai commencé à faire Dès le début? compliqué à dire, mais je pense que ouais, dès que j'ai commencé en karting, c'était pas juste pour m'amuser et passer des week-ends comme ça. C'était vraiment que l'envie de devenir pilote professionnel. Évidemment, je rêvais de F1 comme tous les pilotes qui commencent en karting. Donc non, je pense que c'est venu assez tôt, mais après là, je me suis pas mis plus de pression que ça. Ça marchait ou ça marchait pas. Voilà. Et surtout, c'était important, contrairement à d'autres, quand j'étais en karting, quand on était encore à l'école, d'aller. Moi, je suis allé à l'école assidûment, disons, jusqu'au bac, et ça c'était quand même important. Parce que c'est vrai que si la carrière de sportif ne marche pas, il faut quand même avoir fait quelque chose aussi à côté, pouvoir faire quelque chose à côté. On avance dans le temps. À 16 ans, vous découvrez la Belgique pour participer au championnat de Formule Renault. Vous rejoignez l'équipe d'une personne qu'on connaît bien ici à Monaco, Thierry Boutsen. Qu'est-ce que vous a apporté cette première expérience à l'étranger? Ouais, à l'étranger, c'était pas tellement ça, c'était que c'était juste le championnat qui correspondait bien avec des petites formules Renault. Donc c'est le premier step en voiture de compétition. Thierry Boutsen qui est un ami de mon père, donc c'est comme ça que s'est fait la relation. Et puis c'était c'était un beau championnat avec notamment pouvoir rouler à Spa-Francorchamps, qui est un des plus beaux circuits du monde. Donc c'était là le gros step, c'est vraiment de passer de karting à voiture parce que Elle est compliquée cette transition? alors, quand on est en karting, on se pose beaucoup la question et on apprend un petit peu. Après, une fois qu'on y est, en fait, c'est juste un gros karting avec des vitesses supérieures, des rapports de vitesse à enclencher. Mais sinon, en soi, tout est un peu plus grand. Les circuits sont plus grands, les voitures sont plus grandes. Ben, à la fin, c'est un peu la même chose. Donc, non, c'est des questions pour pas grand-chose. Après, c'est un autre style de pilotage. Mais normalement, quand on est rapide en karting, on est aussi rapide en voiture. À quel moment et qu'est-ce qui vous a fait vous tourner vers l'endurance? Ouais, donc avance rapide en GP2, enfin, anciennement c'est la Formule 2, en fait, l'antichambre de la Formule 1, où en fait c'est vrai que jusqu'à ma génération, je pense que je suis quasiment la dernière génération en sport auto, on faisait principalement après le karting de la monoplace pour aller en F1, mais sauf qu'au bout d'un moment c'est bouché, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc il faut voilà, pouvoir se tourner vers autre chose et naturellement, je pense que les courses d'endurance, avec un 24 heures du Mans en objectif, qui est une des plus grandes courses du monde, voilà, le choix s'est imposé, assez rapidement. De toute façon, si on va pas en F1, on cherche d'autres disciplines où on peut être pro. Et à part l'endurance avec les 24 heures du Mans ou le grand tourisme, il faut partir à l'étranger. Donc, enfin, États-Unis, Australie, Japon. Donc, moi qui voulais rester en Europe, voilà, le choix s'est fait rapidement. En 2016, vous découvrez le championnat du monde d'endurance WEC. Cette même année, vous gagnez sur le mythique circuit du Mans dans votre catégorie. Quelle place elle a, cette victoire, dans votre carrière? Très grande place. Forcément, j'ai pu gagner en F2 à Monaco chez moi, donc celle-là avait une saveur particulière. Après, Le Mans, ouais, c'est un monument et surtout la course en elle-même. Forcément 24 heures, mais aussi toute la semaine de préparation pour l'équipe, c'est même plus parce qu'on a les essais qui sont encore avant. Donc pour l'équipe, elle reste 2 semaines sur place à réviser les voitures 2 fois parce qu'on roule beaucoup. Donc c'est un engagement énorme en fait, et on sent en fait ça. Puis en plus, bon, contrairement à la monoplace, on est quand même 3 dans la voiture. Donc voilà, en tant que pilote, on sent toute cette atmosphère et cette implication de toutes ces personnes.
Donc alors j'ai presque envie de dire, malheureusement, comme j'ai gagné le premier coup, j'ai pas ressenti la difficulté directement, mais maintenant que je l'ai refait à nouveau, et je vois la tâche ardue que c'est, que voilà, c'est quelque chose de. Je comprends pourquoi c'est mythique. Qu'est-ce qu'on se dit au moment du podium après une victoire au Mans qui reste la Mecque ou un des circuits les plus importants d'endurance? Ouais, on se sent chanceux forcément parce que. C'est pas que de la chance. Non, mais d'être là en fait, de vivre ces moments. Parce que voilà, 2 ans avant, j'avais gagné à Monaco chez moi. La première année en championnat du monde endurance, de gagner, pas gagner le général, c'est important de le dire, de gagner ma catégorie, même s'il y avait quand même 20 voitures, donc il y a plus de voitures qui peuvent gagner en LMP2 que dans la catégorie N. Et donc voilà, c'est juste de vivre ce moment, c'était incroyable d'être sur le podium surélevé avec des dizaines de milliers de spectateurs juste en dessous. C'est des moments en fait où on se dit il faut en profiter parce que c'est pas la normalité. Vous Donc avez parlé de votre victoire à Monaco en F2. Ce sont les 2 victoires les plus importantes. Est-ce que vous les placez au même niveau ou il y en a une qui prend le pas sur l'autre? non, ça reste comme Monaco, ça reste chez moi, c'est la ville où j'ai grandi et en plus d'être un circuit mythique, une course mythique, euh, même si c'est plus difficile, disons, d'arriver de mettre au bout les 24 heures du Mans, pour ce que j'expliquais, toutes les complications qu'il y a, tous les paramètres, gagner à Monaco devant mes amis, devant ma famille, où j'ai grandi, ça reste ça, c'est indiscutable. Et vous pouvez demander à Charles, bon lui c'est un autre niveau parce que c'est en F1, mais forcément, je pense que ça restera sa plus belle victoire et ça nous marque à jamais. Quelques mois après votre victoire au Mans, vous décrochez le titre mondial avec Signal Alpine. Pour une première saison, il y a pire. Ouais, c'est un peu, comme je disais, par rapport aux 24 heures du Mans, c'est qu'on ne se rend pas compte de la difficulté. C'est des courses longues où il y a beaucoup de choses à gérer. Et on savait que sur le papier, on a une très bonne équipe. Nicolas Lapierre, qui est un des top pilotes d'endurance, encore maintenant, qui est chez Alpine. Gustavo Menezes, qui a après été pilote Peugeot, qui à l'époque il était jeune, il commençait en endurance comme moi, mais et sur le papier, on avait tout pour briller. Après, il faut le faire, encore une fois. Et on a eu une super saison. Je crois qu'on a gagné 4 courses, 6 podiums sur 8. Enfin, ça a été génial. Mais c'est pas écrit à l'avance, donc voilà, il faut le faire et après on savoure. Quelle différence de pilotage y a-t-il entre ce qu'on connaît dans une monoplace et en endurance? Alors, on va dire pour exploiter la voiture sur un tour, une voiture d'endurance, un prototype, c'est un peu plus lourd. Donc forcément, les distances de freinage sont rallongées. On va un petit peu moins vite au point de corde, donc en vitesse minimum. La voiture accélère un peu moins fort. Mais après, dans la conduite, ça reste grandement la même chose. C'est des voitures qui ont beaucoup d'aérodynamique, qui ont beaucoup d'aileron. L'adaptation, elle est rapide au moment où on fait L'adaptation, oui, transition. pour aller vite sur un tour, comme on dit, c'est facile. Après, il y a un paramètre qu'on a moins en monoplace, c'est la gestion des pneus. Même s'il y en a quand même un petit peu, en endurance, il y a quand même les pneumatiques à devoir gérer. Il y a un petit peu en F1, en F2, mais c'est quand même négligeable. Et après, il y a aussi quand même, sur certaines courses en endurance, pas sur toutes, à gérer un petit peu l'essence, la consommation. C'est pas rien de compliqué, hein, mais il suffit juste de relâcher les gaz en fin de ligne droite, de rouler juste avec l'inertie sur 100 mètres. Mais de faire ça à chaque ligne droite, tous les tours, ça fait gagner des litres et à la fin, on peut gagner 1 ou 2 tours. Donc ça, c'est des choses un petit peu nouvelles. Mais le plus gros paramètre, c'est le fait qu'il y ait plusieurs catégories en piste. Donc moi, ma catégorie, c'était LMP2. Dans le championnat du monde, il y a les LMP1. Ah, donc à l'époque, c'était Toyota, Audi, Porsche, les voitures qui se battent pour la victoire générale. Mais ils ont un classement à eux. Et il y a les grands tourismes, les GT. Donc les voitures que vous avez sur la route, Porsche, Ferrari et compagnie, qu'on appelle les GT3. Donc il y a trois catégories, donc forcément 3 vitesses différentes. C'est-à-dire qu'on doit se faire doubler par l'MP1 et on doit doubler les autres. Et ça, c'est rien de compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête au début parce que c'est surprenant. Et la fatigue dans tout ça, comment on la gère sur un week-end de 24 heures? Oui, alors l'exemple des 24 heures du Mans, forcément, parce que c'est la seule course de 24 heures dans le championnat. Les autres, c'était 6 heures.
Ça se gère ça en discutant avec les plus anciens qui ont déjà fait. Et après, non, il faut le vivre en fait, parce qu'il n'y a pas. On nous dit qu'il faut dormir bien les semaines d'avant, oui, forcément, mais bon, si on n'est pas fatigué, on ne dort pas non plus. Mhm. Donc, oui, il faut faire quand même une bonne préparation, c'est physique, tout ce que vous voulez, ça c'est une chose, mais rien ne vaut l'expérience. Et en fait, bon, d'un côté, de pas savoir qu'on va connaître, on n'a pas l'expectative et au moins on se laisse aller, si vous voulez. Mais après, pour se préparer mieux, rien de mieux que les années suivantes, de connaître ce qu'on a vécu avant. Vous faites partie donc des pilotes impliqués dans la mission H24. Racontez-nous ce qu'elle représente, cette mission. La mission H24, déjà d'un point de vue personnel, c'est important parce que ça fait déjà depuis 2021 que je suis avec eux. Donc je sortais d'un moment, en 2020, j'avais aucune compétition. 2019, c'était ma dernière année en chemin du monde endurance. Et en fait, voilà, 2021, mission H24, c'est un programme qui développe une voiture à hydrogène, à pile à combustible, plus précisément, parce qu'il y a deux différentes combustions dans l'hydrogène. Donc là, c'est une pile à combustible. Et c'est un programme qui a évolué par l'Automobile Club de l'Ouest, la CO, qui organise les 24 heures du Mans et les championnats d'endurance. Donc le WAKE, le LMS, tous ces championnats d'endurance sont organisés par cet Automobile Club. Et, et donc H24, enfin Green GT à la base, qui était le constructeur derrière H24. Donc maintenant, H24, c'est une entité indépendante, mais toujours gérée par l'Automobile Club de l'Ouest, pour démontrer que voilà, les voitures à hydrogène ont une place en sport automobile. Et justement, on a participé avec la voiture qu'on voit à l'écran, la H24, à 3 courses de la Michelin Le Mans Cup, qui est un championnat qui roule en même temps que le LMS. À 3 courses avec cette voiture. Donc évidemment, on était seul dans la catégorie, parce qu'on était seule voiture à hydrogène. Mais on a prouvé qu'une voiture, donc on met que l'hydrogène, où il n'y a que de l'eau qui ressort, et que la molécule d'H2O qui ressort de la voiture, pouvait finir une course entourée d'autres voitures de course. Donc bon, forcément, on ne parle pas encore de performance à ce niveau-là, on parle juste d'arriver au bout. C'était l'objectif, et objectif atteint voilà, 3 fois sur la saison 2022. On parle beaucoup d'énergie nouvelle. L'hydrogène, c'est l'avenir, selon vous, du sport auto? Alors, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule énergie pour que ce soit l'avenir du sport automobile ou pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Il y a différentes technologies qu'on voit déjà actuellement. Mais l'hydrogène présente pas mal de qualités dans l'autonomie, euh, qui est forcément plus compliquée avec des voitures électriques. Donc c'est pour ça que voilà, l'endurance, enfin, disons les instances qui gèrent l'endurance, ont préféré développer l'hydrogène que l'électrique. Donc non, je pense que c'est bien qu'il y ait un panel de technologies différentes, et pour les constructeurs, chacun choisira sa technologie, et via la course de développer plus facilement et plus drastiquement leur motorisation. On a parlé de mission H24. Quels sont vos prochains autres grands objectifs dans le sport auto? Bon, en sport auto, là cette année j'étais donc en ELMS, et je fais un d'Europe d'endurance avec l'équipe Vector. C'est des voitures, c'est des LMP2, donc les mêmes que depuis 2018, mais c'est la même catégorie depuis pas mal de temps. Quand j'ai gagné avec Alpine, c'était déjà des LMP2. Donc là, on a fait, enfin, on va faire la 6e course du championnat, il me semble. Oui, c'est ça, 6e, au Mugello ce week-end. Voilà, on n'a pas l'objectif de titre en tête parce qu'on est trop loin. Peut-être un top 3 final serait bien. Bon, déjà, il faut qu'on gagne une course, ça serait super, mais le niveau est super élevé. On a que des LMP2 maintenant en chemin d'Europe, plus en chemin du monde. Donc toutes les équipes qui font ça depuis des années, forcément, font que ce championnat-là. Beau niveau de pilotes, notamment Arthur Leclerc, hein, on est concurrent. Donc ça, c'était cette année. Voilà, il reste Mugello et Portimao en octobre. Et l'année prochaine, dessus déjà mission H24, la nouvelle voiture qui sera normalement, je ne parle pas trop vite, présentée aux 24 heures du Mans. On a déjà montré la maquette, mais là, la voiture qui sera roulante, l'évolution de la H24, la H24 Evo, sera présentée aux 24 heures du Mans. Donc ça, voilà, c'est mon programme niveau sport auto, c'est 2025, c'est mission H24 en certitude. Et une fois votre carrière de pilote terminée, qu'est-ce que vous voyez faire? Vous resterez, selon vous, dans le sport auto?
Alors moi, je suis déjà, pour ceux qui me connaissent à Monaco, je suis déjà en train de faire autre chose depuis pas mal d'années. Alors ça n'a rien à voir en sport auto, parce que je suis dans la construction et l'immobilier, donc ça n'a rien à voir. Mais en tant que pilote, pas en Formule 1 forcément, ils ont des calendriers, un emploi du temps trop chargés, mais à côté, on a quand même le temps de faire autre chose. Donc moi, ça fait déjà longtemps que je travaillais là-dessus et faire mes sociétés. Et là, forcément, depuis que 2019, c'était ma dernière année, ma grosse saison. 2020, j'avais rien. 2021, enfin que depuis 2021, j'avais H24. J'avais quand même beaucoup de temps à côté, donc j'ai quand même à côté une autre vie. Euh, alors, c'est pas toujours facile quand on part parce qu'on a toujours les mails, les téléphones, mais bon, voilà, moi c'est comme ça. Moi, je suis à bloc tout le temps, à 100%. Donc, j'aime pas pour moi, ne pas avancer, c'est reculer. Donc, j'ai déjà quelque chose. Ma vie est, disons, pas faite, mais j'ai déjà de quoi m'occuper à côté. Le sport auto, non, c'est tant que c'est possible, j'en ferai. Après, en tant que pilote, c'est une chose, mais je me verrai jamais. Pas de reconversion dans le sport Faut auto. jamais dire jamais, mais je me verrai pas patron d'écurie, coach ou gérer un circuit, non. Ça non. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été notre invité. Merci à vous pour l'invitation. Plein de bonnes choses pour les prochains événements à venir en sport auto et dans votre autre vie professionnelle, donc. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur notre antenne. Salut.